Premier flop pour l'Ultimate Fighting Championship. Vous savez, c'est l'organisation numéro 1 en MMA. Numéro 1 parce que 95% de l'argent généré mondialement par le sport vient de l'UFC. Et là, l'UFC s'est attaqué à la sphère de Las Vegas. Véritable bijou technologique, superbe salle, qui a coûté plus de 2 milliards de dollars. Et tout simplement, Dana White a annoncé la couleur, ce sera le plus grand événement sportif de l'histoire. Sauf que l'UFC est dans le rouge avec 20 millions de dollars, ça a même 20 millions de dollars en moins par rapport à ce qui se passe d'habitude et tout ce qu'ils ont l'habitude de recevoir comme argent. Et cette question financière a même été adressée lors du dernier point trimestriel de l'UFC, du TKO Group, donc l'entité qui compose UFC, qui est composée de UFC et WWE. Donc on va voir tout ça ensemble avec Big Rusty. Mais oui, pour la première fois depuis très longtemps, peut-être que l'UFC ne va pas réussir un incroyable pari. On va voir ça tous ensemble. C'est parti, Big Rusty, générique. Soit. UFC Noche, pour laquelle Dana White avait expliqué, donc l'événement à la sphère qui va coûter très très cher, qui coûte très très cher à l'UFC, pour laquelle Dana White avait expliqué tout simplement que c'était la raison pour laquelle ils étaient en partenariat avec Riyadh Season et l'Arabie Saoudite pour des raisons financières ni plus ni moins, parce que c'est vrai que bon, vous dites une soirée comme ça à la gloire du Mexique sans Mexicains en main event, évidemment. Qu'est-ce que fait l'Arabie Saoudite ? Bah, c'est pour des questions financières, et là, selon toute vraisemblance, l'engouement populaire n'est pas là. Bah, c'est clair. Déjà, effectivement, il y a deux trucs, mais effectivement, déjà, premièrement, le fait d'avoir un show à la gloire de ce jour le plus important de l'année pour les Mexicains, mais qui se passe à Las Vegas et qui est co-produit, grosso modo, par les Saoudiens. Déjà, effectivement, il y a eu un goût un peu bizarre. Et en plus de ça, au prix auquel étaient les places, bon, c'est pas si des Mexicains voulaient aller regarder le show, c'est pas n'importe quel Mexicain qui va avoir le show. C'est faut un Mexicain qui a déjà un portefeuille sacrément garni. Ce sera pas populaire, c'est sûr, mais au point où, donc pour vous dire, on a été rechercher un peu les articles pour savoir à combien étaient les places quand elles avaient été mises en vente. Et en tout cas, sur l'article du 29 juillet de Forbes, les places les moins chères étaient à 2200 dollars et les plus chères étaient à 17 000 dollars pour celles qui étaient sur le parterre devant la cage. Et apparemment, il y en avait qui étaient même, si tu veux vraiment être quasiment cage side, aux alentours de 40 000 dollars. Mais donc voilà, le billet le moins cher à 2200 dollars. Bon, tu vas rarement à un événement tout seul, enfin en tout cas, ou alors si tu vas aller en famille, bon bah là, se dire que si tu vas aller en famille à l'événement de l'UFC Noche, faut dépenser 10 000 balles au minimum, sachant que les bières sont à 18 balles aussi. Un peu comme aller au cinéma en France en 2024, quoi. Ouais, c'est un peu pareil. Tu rajoutes la 3DX, bon bah voilà, faut péter le PEL, quoi. Bah là, c'était un peu pareil pour l'UFC Noche. Donc, il y a eu un peu déjà tout ce débat, mais ça fait un petit bout de temps, ça fait quelques mois, quelques années déjà, qu'il y a un peu ce débat de est-ce que l'UFC n'est pas en train de, entre guillemets, embourgeoiser un petit peu son public qui vient présentiellement aux événements avec des prix, des places toujours plus hauts et les prix même des pay-per-view. Mais enfin, les places, c'est encore autre chose, ça coûte c'est encore un autre budget, surtout que tu dois voyager, etc. Enfin voilà, vous connaissez. Et pour le coup, là, ils avaient mis les places à ce niveau de prix, dans ces éventails de prix. Et là, on est le 29 août. On est à 2 semaines de l'événement, si je ne m'abuse. Et ils ont vendu, je crois que 12 000 places environ sur les 15 000 qui étaient prévues, environ. Et donc 3 000 places restantes. Et ils ont été obligés de brader le prix des places à un niveau qui est assez impressionnant. À un niveau où tu te dis, ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est juste que là, ils sont en mode, bon, tant pis. Il y a des places qui sont littéralement bradées à 70% ou presque. C'est là, quand tu compares, par exemple, donc on a dit que Forbes avait, au moment où elles sont sorties, la moins chère des places était à 2257 dollars. Bah là, je suis sur StubHub, et donc un équivalent de Ticketmaster. Et là, pour les places les moins chères que je peux trouver, elles sont à 840, même 829, même 816.
$816. Bon, voilà, on est à plus de 60% de soldage, de bradage, je sais pas comment on dit. Et c'est énorme quand même. Ça, on n'est pas en mode bon là, vas-y, on les met à 10%, ça commence à être chaud. C'est vraiment, il faut absolument qu'elles partent. Et donc, on casse les prix, mais vraiment, c'est la foire aux bestiaux, quoi. Et c'est quand même intéressant de se dire effectivement que l'UFC, qui pendant un temps, il y a quelques mois, quelques années de ça, ils étaient sur leur record de sold-out d'affilée. Et même sur Ticketmaster, hein, c'est $757 les moins chers également. Parce que StubHub, c'est une plateforme de revente de places, donc c'est des gens qui ont déjà acheté et qui les revendent. Donc ça veut dire aussi que ça se revend moins cher qu'ils les ont achetés, mais là ça veut dire que le prix officiel aussi a baissé. Et si j'en crois la calculette qui est dans ma tête, $700, 2200, 3 x 7, 21, 66. On est à plus de 66% de soldage, de solde, de bradage, braderie. C'est fou, et ce qui a été remarqué même par des médias officiels. Ouais, absolument. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que, bien évidemment, ils le diront pas, mais officieusement, c'est donc le premier, entre guillemets, un peu aveu de faiblesse et d'impuissance sur un événement d'ampleur qu'ils avaient prévu pour l'UFC. Et d'ailleurs, et on sait aussi que là, récemment, il y a quelques jours, il a été rendu public le fait que l'UFC a mis 20 millions de dollars dans la production de l'événement et que ça faisait des semaines déjà que le prix ne faisait qu'augmenter, c'est-à-dire qu'ils sont en train, en plus d'exploser un petit peu visiblement le budget qui avait été prévu pour cet événement. Dana White a déjà dit, lui, que c'était un one and done. Donc, comprenez, c'est la première et la dernière fois qu'on faisait ce genre de choses. Donc, c'est fou, effectivement, de se dire que là, pour la première fois, tous les facteurs, toutes les caractéristiques sur lesquelles on pouvait estimer un petit peu le succès de l'événement, en fond, c'est pas un four, parce que le truc, c'est que, et c'est ce qu'on se disait hier quand on se disait qu'on allait faire le podcast, c'est que, en fait, même s'il reste 3000 places à vendre, ça veut donc dire qu'ils ont déjà vendu 12 000 places à minimum 2000 balles la place. Bon, c'est quand même, ils vont faire quand même un très très gros revenu avec les gates, c'est-à-dire le prix des places cumulées. Mais voilà, c'est simplement que ce qu'il faut voir, et ils vont l'annoncer tel quel. C'est-à-dire que je pense que Dana White, et il aura raison, c'est de la com aussi. Quand ils vont annoncer la gate, il va annoncer le truc, ça va être énorme, ça va être monstrueux. Et c'est juste que si ça continue sur cette lancée-là, en tout cas, ils ne diront pas, bien sûr, qu'ils ont été obligés de brader les places et tout ça. Mais c'est intéressant. Oui, parce que ça ne se vend pas des masses, comme tu l'as dit, là, quand il y avait eu un petit rapport le 26 août, en une semaine, ils avaient vendu 74 places, et surtout, là, pourquoi on parle de flop pour l'UFC, c'est parce que le même jour, au même endroit, dans la salle habituelle de l'UFC, à savoir la T-Mobile Arena, il y a un certain Canelo Alvarez qui va boxer. Canelo Alvarez qui combat contre un mec complètement anecdotique, Canelo va lui rouler dessus. Et c'est là où, pour moi, l'UFC a fait une erreur, c'est, avec Rust, on avait fait un podcast il y a quelques semaines de ça, où ce qui était prévu, c'est qu'on ait Ilia Topuria, Max Holloway en main event, co-main event, Sean O'Malley, Merab Dvalishvili. Ce que l'UFC s'est dit, c'est combo UFC Noche, Sphère, Sean O'Malley, on n'a pas besoin de charger plus la carte que ça, parce que Canelo affronte un nobody, et même si Canelo est mexicain, ça va le faire, les gens vont être surhypés, et vont aller à notre événement. Sauf que, problème, ils viennent de se rendre compte que Canelo Alvarez écrase absolument tout sur son passage, et que là où lui, il est en train de très très bien fonctionner à la T-Mobile Arena et avec MGM, et on en parlera aussi du conflit MGM avec l'UFC, l'UFC aurait dû, à mon sens, garder Ilia Topuria, Max Holloway pour que les gens se disent, bah oui, ça justifie ce prix-là. Parce qu'à mon avis, là, ce qui se passe vraiment, c'est que le combo Grasso-Shevchenko 3 que personne ne veut, on en avait déjà parlé lors du TUF, pourquoi est-ce que vous faites un TUF Grasso-Shevchenko quand même Conor McGregor, Michael Chandler ne fonctionne pas, le combo Grasso-Shevchenko, Sean O'Malley, Merab, c'est un peu trop léger pour un événement de cette ampleur, et surtout un événement où tu fais des places à ce prix-là, parce que oui, les fans de l'UFC vont payer très cher, mais quand vous avez le retour de John Jones, quand vous avez Conor McGregor, on se souvient des prix qui étaient absolument dinguissimes, que ce soit pour l'événement à New York pour John Jones Miocic qui était initialement prévu, ou Conor McGregor contre Chandler, ça cartonnait tout, ils avaient sold out en 5 minutes,
parce que c'est Conor, parce que c'est Jon Jones, parce que vous avez rendez-vous avec l'histoire. Là, malheureusement, hein, Merab Chenomale, c'est une défense normale, et grâce au Shevchenko, ça n'intéresse, je pense, que les familles des combattants ou les fans hardcore mexicains. Ben, c'est ça, et le reste de la carte, alors oui, ils ont mis énormément de Mexicains, mais c'est beaucoup de Mexicains inconnus au bataillon pour même pour les fans relativement hardcore. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment fan de la première heure et que vous mettez tous les UFC, vous les connaissez, mais au-delà du fait que ce ne sont pas des noms connus, c'est pas encore des gens qui voilà dont on sait qu'ils sont au meilleur du meilleur niveau mondial, à part Brian Ortega, Diego Lopez, effectivement. Mais sinon, ouais, c'est assez faible en termes de ce que ça propose. Et en plus, bah, j'imagine qu'à la T-Mobile, si tu as le choix et que tu es là le week-end à Las Vegas entre les deux, j'imagine que le prix des places pour Canelo est pas du tout le même en plus. Parce que il me semble qu'il fait pas que Canelo ne. Bah, déjà, c'est un stade et il y a beaucoup plus de place. Et puis, en plus de ça, il n'y a pas le bail de la sphère où l'UFC a vendu ça en tant qu'événement une fois dans votre vie, vous verrez ça et puis jamais après. Donc ouais, non, c'est effectivement c'est compliqué. Ouais. Ouais, donc Canelo, donc là je suis en train de regarder, donc c'est bien la T-Mobile Arena, et c'est pour ça qu'on ouvre le dernier volet de ce podcast, hein, qui est sur le conflit MGM Dana White UFC. Donc c'est la T-Mobile Arena, la salle habituelle de l'UFC, où l'UFC doit 4 événements par an à la T-Mobile Arena. Il y a même quand vous allez si vous avez déjà été à la T-Mobile Arena, c'est écrit Home of the UFC carrément à l'entrée, donc enfin un partenariat bien établi. Les places les moins chères aussi sont à $428 à la T-Mobile Arena, donc bien moins cher que l'événement UFC à la Sphère. Et donc, ce qui s'est passé, les gars, pourquoi est-ce que Dana White n'est pas content? Moi, j'avoue que j'aurais le seum un peu aussi, à la manière de Dana White, c'est que dernière UFC Noche, donc l'année dernière, T-Mobile Arena, comme d'habitude, il y a Ole Heyman, qui est le boss de PBC, donc Premier Boxing Championship, donc qui est un promoteur de boxe, qui aujourd'hui s'occupe de Canelo Alvarez, qui voit ça, il fait « Oula, il y a peut-être de l'oseille à se faire ». Donc il appelle directement les boss de la T-Mobile, il fait « Bah pour l'année prochaine, la même date, vous me bookez cette salle ». MGM dit bah ok, y a pas de problème, en plus il y a Canelo, ça va être pas mal. Il n'informe même pas l'UFC, c'est pour ça que Dana White pète un câble, c'est qu'en gros sa salle habituelle, avec lesquelles ils sont en contrat depuis l'ouverture de la salle, soit 2016, donc quasiment 8 ans, où il y a eu certaines des plus belles lettres Les plus belles lettres, qu'est-ce que Si, non, oui, vas-y, laisse-toi aller. Certaines des plus belles pages de l'histoire de l'UFC qui ont été écrites, ils n'appellent même pas l'UFC pour leur dire bon bah il y a Ole Heyman qui a envie de booker cette salle-là. Donc finalement, il book cette salle avec Canelo Alvarez, et pire encore, et c'est là où Dana White pète véritablement un câble, donc c'est selon Dana White, donc à confirmer évidemment, mais apparemment, la T-Mobile Arena voulait tellement Canelo Alvarez à cette date-là qu'ils ont garanti une billetterie, donc en gros ils payent finalement, on ne sait pas de combien, ils ont garanti financièrement une billetterie à Canelo Alvarez et à Premier Boxing Championship pour avoir Canelo Alvarez à cette date-là. Donc c'est vrai que vous êtes du côté de l'UFC, si tout ce que Dana White dit est vrai évidemment, vous êtes en partenariat depuis 8 piges. Vous leur faites 4 événements à l'année, plus les pesées, enfin ça rapporte quand même beaucoup à la T-Mobile Arena. Vous êtes, je pense à mon avis, celui qui leur apporte le plus avec l'équipe de hockey sur glace. Et là, un mec qui vient pour la première ou deuxième fois, enfin c'est à chaque fois ça se fait de manière imprévue comme ça, tapis rouge, et en plus le même jour où vous faites votre premier événement qui est le plus cher de votre histoire à littéralement 800 mètres, je peux comprendre qu'on pète un câble. Bah oui, et puis en plus, c'est vrai que ça la fout mal. C'est vrai que ça la fout mal. Du point de vue relation de travail, je pense qu'effectivement, il y a vraiment, de la part de la T-Mobile, il y a vraiment eu un côté. Et c'est fou de se dire ça. Ça veut dire que la T-Mobile a été en mode bon, vous êtes gentil, l'UFC, mais là, on a un vrai bail. Ce qui est quand même hallucinant quand tu sais, effectivement, et je comprends que Dana White ait vraiment eu le seum, parce que être traité comme ça quand t'es littéralement un des business les plus rentables sportivement, et une progression telle sur les dernières années que grosso modo tout le monde, diffuseur compris, etc., leur déroule le tapis rouge, que t'es un mec qui sont en mode ouais, mais lui il est mieux. Ça, ouais. Et puis c'est Canelo Berlanga. Enfin, je veux dire, si c'était Canelo, Terence Crawford, ou
le combat que tout le monde attend, je pense que ça peut se comprendre, mais là c'est vraiment hardcore du côté de l'UFC, mais apparemment, et selon Dana White là aussi, ça fait des années que MGM leur chie dessus, je ferme les guillemets, c'est ce que dit Dana White, et il prépare même un documentaire sur la relation, ce que Dana White a dit, sur la relation MGM-UFC. Donc Et parce que c'est MGM qui possède T-Mobile. Oui, ouais, c'est MGM qui possède Las Vegas, globalement. Et donc du coup, Dana White, est vraiment en mission là contre eux. Visiblement, ça fait des années qu'il se retient et là, il veut se lâcher. Et qu'en gros, le boss global, en gros, c'est le boss de la T-Mobile avec lesquels il y a des grosses tensions. Mais apparemment, un des gars de la MGM de l'entreprise essaye de jouer l'intermédiaire pour calmer un petit peu l'UFC. C'est lui qui leur avait trouvé ce backup avec je crois, la Sphère, ou qui leur avait proposé une autre date aussi. Donc il ne met pas tout le monde dans le même panier, mais apparemment il y a vraiment des gens dans cette entreprise qui en veulent à l'UFC selon Dana. Ah oui, attends, parce que en plus, c'est-à-dire que chronologiquement, d'abord ils se sont donc fait grosso modo mettre un gros steak derrière la tête par la T-Mobile qui leur a dit, en fait, elle est déjà prise à ce moment-là. Et c'est après ça, en réponse et en conséquence, que l'UFC a booké la Sphère. La Sphère, à la base, pour l'UFC, c'était, on va dire, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, chronologiquement, ils voulaient la Sphère à cette date-là. C'est juste que l'UFC a après appris que, il y a Canelo qui est à cette date-là, mais en plus, que c'était booké depuis 1 an par la team de Canelo. Ah ouais, ok, ouais. Effectivement, dans ce cas-là. Mais en plus, il y avait pas une histoire. Attends, est-ce que c'était à ce moment-là? Il y avait pas une histoire comme quoi, parce que tu sais, Dana White et les Fertitta, à la base, quand ils sont arrivés, ils viennent de Las Vegas, les frères Fertitta en tout cas, ils ont passé, c'est là où ils ont été, ils ont passé, je crois, c'était l'université qu'ils ont fait ensemble, un truc comme ça, le lycée, machin. Et les Fertitta possédaient v'là les casinos à Las Vegas, et il n'y a pas une histoire comme quoi Dana White était en mode. Je pense que c'est personnel parce que ces gars-là, de toute façon, depuis le début avec les Fertitta, ils sont en concurrence avec les bails de casino, les trucs comme ça. Donc, ça en est même devenu personnel. Il n'y a pas une histoire comme ça avec le boss des MGM? Je ne crois pas, parce que justement Dana White, lors de sa conférence de presse, était pas mal, il a l'air d'être assez pote avec Bill Hornbuckle, le CEO et président de MGM, qui lui justement essaye de calmer un peu les ardeurs des gars de la team MGM qui en ont contre l'UFC. Parce qu'à mon avis, lui, je pense qu'il voit les chiffres tout simplement et qu'il se dit, bon, hôtel, parce qu'il y a les hôtels aussi qui appartiennent à MGM qui sont à côté, casino, littéralement, je pense que c'est très très bon pour le business de l'UFC, et que au-delà de ça, c'est pour ça aussi souvent avec Russ qu'on dit que les plus gros combats sont à Las Vegas. Et pourquoi ils sont à Las Vegas? C'est qu'en gros, quand les gens viennent, vous avez 20 000 personnes qui viennent à l'UFC. Ces 20 000 personnes, faut qu'elles dorment, faut qu'ils aillent au resto. Les casinos de Las Vegas, l'argent que ça rapporte, par exemple, à chaque fois à Las Vegas, c'est pour ça que les combats de Conor, c'est aussi rentable pour la marque Proper 12, parce que vous ne trouvez plus de whisky, parce que tout le monde en achète partout. Donc si l'UFC, demain, ils se disent, ok, les 4 events par an, en fait, là, qu'on fait là-bas, maintenant, on va les faire à Abu Dhabi, je pense que MGM, va leur faire vraiment très très mal en termes de chiffre d'affaires de toutes leurs activités. Donc c'est peut-être pour ça qu'au-delà des relations personnelles, Bill Hornbuckle, qui a un peu un pas de retrait sur toute l'activité globale, se dit, bon, faut peut-être rester pote avec Dana White. Il y a du billet vert à se faire, quoi. Ouais. En tout cas, on en est là, quoi. Donc on en est là pour ce potentiel premier flop, évidemment relatif de l'UFC, mais vous voyez que c'est pas clair, et je pense vraiment, moi, qu'ils se sont vus un petit peu trop fort, trop grand l'UFC sur cet événement, et vraiment le truc au global qui, c'est dommage, là, ça n'a toujours pas été adressé directement à la White, c'est le fait de dire, aujourd'hui, c'est un pay-per-view, mais c'est même pas un événement numéroté, c'est UFC Noche, et c'est vrai que le lien avec le Mexique se soit vraiment perdu en quelques mois, que même la carte, tu vois, qui devait à la base être un truc énorme, là on sent bien qu'ils sont en mode, bon, le truc est chargé, mais faut pas que ce soit trop chargé non plus, parce que ça va nous coûter trop cher par rapport à nos investissements, et que ce qui, à mon avis, moi, va être un spectacle absolument incroyable de la part de l'UFC, ça sera un peu anecdotique au regard de l'événement, tu vois. Et surtout si on n'a pas des combats complètement dinguissimes également. Ouais, effectivement, c'est pour ça. Mais ça ressemble, au niveau de la dynamique, effectivement, je suis d'accord, ça ressemble bien à l'UFC qui s'est dit, de toute façon, tout ce qu'on touche se transforme en or depuis déjà des années.
on n'aura pas besoin de forcer, on fait des sold out de tous les côtés, donc les gens achèteront quoi qu'il arrive. Enfin, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, mais au global, c'est la sensation que ça donne effectivement un petit peu. Ouais. Et surtout sur les prix. Sur les prix. C'est là où moi je suis quand même un peu surpris de la part de l'UFC, c'est que, vous voyez, il y a 15 000 places, ils en ont déjà vendu 12 000, mais les prix, c'est des prix à la Conor McGregor qui affronte Khabib pour la revanche, tu vois. Et pour un fan, je sais pas si, enfin, tu vois, tu viens quand même voir un combat, et même si on te dit, tu vois, tu vas avoir un spectacle pyrotechnique absolument incroyable, de base, tu veux juste voir les deux mecs dans la cage en train de s'affronter. Tu vois, même si tu vas voir des effets de fou, un espèce de countdown en 4D, je sais pas si c'est le truc en plus qui te dit « Ah là, je vais lâcher 1000 balles en plus par rapport à d'habitude. » Parce que ce que tu viens voir de base, c'est un combat. Et peut-être, à mon sens, hein, peut-être que c'est là où l'UFC a fait une erreur. Et surtout peut-être, c'est vrai que pour l'instant les seules images qu'on a eues, c'est, tu sais, où quand ils montrent un ciel étoilé avec l'octogone au milieu, c'est la seule preview qu'on a vue du setup UFC. Et peut-être que là aussi c'est un peu léger et qu'ils auraient peut-être, parce que enfin, évidemment avec Rusty, hein, je veux dire, on a un podcast et c'est tout, on gère pas une entreprise qui pèse des milliards comme l'UFC, mais tu vois, tu fais un premier événement pay-per-view un peu classique où les gens se disent oh là, ok, en fait c'est ça le show UFC et tu sais pourquoi tu mets tes sous. Là moi si on me dit enfin c'est un peu comme quand vous investissez dans un jeu ou n'importe quel truc qui coûte un peu cher, si vous avez juste le truc sur papier c'est un peu tendu. Si par contre vous voyez le jeu qui tourne, là vous allez vous dire ok les 80 balles sur PS5 qui Là, je vais lâcher. Mais par contre, quand vous avez juste la petite vidéo, vous savez même pas si c'est le jeu qui va tourner sur la console et tout, il y a toujours un peu de doute. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là aussi, c'est qu'on sait pas trop. Et Dana White aussi, il est coutumier du fait. Après, Big Rusty, tu pourrais y aller. Le nombre de fois où il surhype des trucs et qu'en fait, ce n'est vraiment pas... Souvenez-vous de l'UFC 300. Finalement, la carte a délivré. Mais pendant des semaines, c'était les gars. En fait, chaque combat est un main event d'une carte UFC. Cette carte-là, c'est la plus grande carte de l'histoire de l'humanité. Et on obtient Jamal Hill contre Alex Pereira en main event. Je pense que n'importe quelle personne dans ses rêves les plus fous, ce n'était même pas la 10e option possible pour un main event de cette ampleur-là. Donc je pense que c'est ce qui a joué pour l'UFC, sachant que l'UFC 300 c'était en avril, donc il n'y a pas si longtemps. Bah c'est clair. Ça me rappelle aussi à l'époque, bon c'est parce que je suis un vieux, tu vois, mais à l'époque, il y avait pour un des combats du retour de Fedor, ils étaient en mode, je crois que c'était le Rising ou un truc comme ça, était en mode les gars, vous n'êtes même pas prêts pour l'adversaire de Fedor qu'on va vous délivrer. Sachant que c'était un vrai très gros retour. C'était le vrai très très gros retour, donc tout le monde était en mode putain qu'est-ce que ça va être, Cain Velasquez, Dos Santos, Brock Lesnar. Et en fait, il a dû y avoir un problème entre le moment de l'annonce et le moment où ils ont pu faire le contrat. Et on s'est retrouvé avec Singh Jaideep, un combattant indien poids lourd inconnu, mais de tout le monde. Et tout le monde était en mode attends, à quel moment est-ce que vous nous avez enculés à ce point-là, en fait? Et bah là, je dis pas que c'est ça, hein, c'est pas du tout au même niveau. Mais effectivement, en termes de. C'est pour faire le cercle complet par rapport à ce que tu disais sur, en fait, c'est vrai que quand tu n'as pas de garantie sur ce que tu vas avoir en termes de show et en termes d'adversaire, en termes de combat, en termes de tout ce qu'on veut, et qu'on te dit non, mais t'inquiète, non, prends la place à 2200 balles, enfin, si tu veux te faire plaisir, prends celle à 17 000, et t'inquiète. C'est vrai que même si c'est l'UFC, et comme il y a eu ce passif avec l'UFC 300, et puis voilà, je suis d'accord avec toi, pour illustrer en tout cas, mais... Et quand tu pars même de rumeurs, tu vois, on te dit Ilia Topuria, Max Holloway, ensuite Conor McGregor contre Michael Chandler, tu finis avec Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, c'est un peu le mec sur l'équipe 21 là qui était, on avait promis les Avengers, et finalement c'est quoi? Je sais plus de qui il parle finalement. Et pourquoi déjà? Je sais même plus, mais le truc est juste devenu un mème sur ce truc là, tu sais. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est on vous tease une dinguerie et finalement voilà, enfin je veux dire, même le Brian Ortega Diego Lopez, on devait l'avoir. Pour nous, on l'avait dit juste après l'événement, le train était un peu passé sur un Ortega Diego Lopez, il y avait plus trop de traction. Tout le fait que Diego Lopez s'impose, normalement tu remercies un peu le gars d'avoir sauvé, pas ta carte, mais d'avoir sauvé une partie de la soirée. Tu y mets Yair Rodriguez par exemple.
Yair Rodriguez, je sais, Ouais. peut-être qu'il est blessé ou quoi, mais je veux dire, Yair Rodriguez qui est mexicain, qui est très bien classé, ça fait un autre adversaire qui est pour lui aussi différent de Brian Ortega, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe d'Ortega, tu te dis peut-être qu'il va pas tenir sa place, enfin, il y a ce côté, enfin, c'est plus très hypant de l'avoir sur une carte, enfin, vous voyez quelque chose de ce type-là qui peut être intéressant, mais toutes ces choses-là font que on se pose quelques questions, même si on sait très bien que le soir de l'événement, et si en plus il y a que des chaos, ça va être une dinguerie, et tout ce qu'on va dire là sera complètement obsolète. Bah, mais néanmoins, en plus, pour finir, et tu me disais juste avant, parce que je ne l'avais pas vu, que là, on vous dit tout ça sur... c'est peut-être un peu inquiétant, en réalité pas vraiment, mais disons, c'est en tout cas factuellement une des premières fois où l'UFC galère avec un de ses shows. Et comme à leur habitude, quand il y a un petit passage de faiblesse, un petit malaise vagal tranquille, bon, eh ben, il faut revenir avec, là, c'est même plus du sucre, ils reviennent avec toute l'usine et Dana White pour essayer de contrebalancer. Il le sait, vous inquiétez pas. Il a fait un petit live et dans ce live, qu'est-ce qu'il a dit? Dans ce live, à la fin du live, donc le live est fait d'une manière où Dana White regarde son tableau, vous savez, où il y a tous les rankings, et surtout, enfin tous les rankings, et les prochains événements avec qui affronte qui, et de temps en temps ça leak. Et donc Dana White termine son live, il fait... Alors, qu'est-ce que je vais vous annoncer prochainement je vais récupérer le poste parce que c'est... Enfin, vraiment, on sent que Dana White a préparé un truc et s'est dit, bon, là, il faut que je calme tout le monde parce que les gens, mon running gag où je passe mon temps avec John Jones, là, les gens commencent à en avoir marre. Ok, là, il fait, ah, ok. Ok, donc je vais avoir des nouvelles pour vous, les gars, sur Charles Oliveira, Volkanovski, Max Holloway, Michael Chandler et Conor McGregor. Allez, on se retrouve très vite. Bon, bah voilà. Voilà. Bah oui, bah oui. Mais enfin, il a quand même donc pas prononcé le mot John Jones, hein. Et ça, Ouais, c'est non, quand non, même mais assez John problématique Jones aussi, s'est hein. booké. En fait, il l'a expliqué lors de la même conférence de presse d'après Dana White Contender Series où Ah, John Jones contre Miocic, ce sera au mois de novembre et il annoncera officiellement ça quand toute la carte sera finalisée tout d'un coup. ah, d'accord. Les fameuses vidéos dont il a le secret là aussi en mode bon les gars, vous Ouais. êtes prêts pour 3 minutes de kiff ultime et c'est parti. Oh, Mais d'ailleurs, honnêtement, c'est pour ça que je sais que ça devient ça aussi un peu un running gag de dire ouais, mais quand il sera plus là, il nous manquera quand même Dana White. Mais c'est pas faux quand même. C'est que dans cette conférence-là, d'ailleurs, que donc je n'ai pas dû regarder jusqu'au bout parce que j'ai dû louper ce moment-là sur John Jones. Mais au début de la conf, en tout cas, il y a, je crois que c'est Oscar Willis qui lui parle de John Jones. Et quand même, il a de l'humour. Dana White, il est en mode John Jones, ouais. Je vous ai dit à quel point c'était le meilleur de tous les temps ou pas? En mode un petit peu autodérision. Et c'est quand même marrant. Et c'est quand même ce qui fait aussi un peu son charme malgré tout, quoi. mais oui, non, et puis surtout que là, petite parenthèse sur John Jones, c'est tu vois, le fait que Dana White, là, il commence, et même John Jones qui soit de plus en plus véhément, que Dana White soit, je suis persuadé, quasi persuadé, pas persuadé, il dit quasi persuadé que John Jones va affronter Thomas Spinal, ça j'espère vraiment qu'on n'est pas dans un truc Georges Saint-Pierre, où Georges Saint-Pierre devait affronter Whittaker, finalement, vous savez, il a juste affronté Bisping et est parti, mais au regard de cet historique, et le fait que Dana White soit aussi confiant, je pense vraiment qu'il y a des tractations aujourd'hui, et le fait qu'ils disent aussi, si Miocic gagne, ce sera terminé, là on ira complètement dans quelque chose de différent, je pense que le Thomas Spinal John Jones, on commence à tenir quelque chose, les gars, et là vraiment, à partir, c'est tout ce qu'on a dit avec Rust, hein. Ce qui est chiant, c'est que là effectivement ça a pris plus de temps que prévu, mais si t'es sûr que John Jones affronte Thomas Spinal s'il gagne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu fais ton combat contre la légende, tu prends l'oseille et après t'affrontes le petit jeune. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et d'autant plus, on a envie d'y croire, hein. Donc là, c'est plus, mais et d'autant plus que moi, il y a un moment donné, j'étais oh comme ça avec les petits yeux qui brillent là, comme dans les animés, parce que il y a une conférence il y a pas si longtemps, mais je crois qu'elle date de pas plus d'il y a 2 semaines, hein, je crois. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans cette conférence, à un moment donné, tu as un des journalistes qui dit à Dana White, ouais, il y a John Jones qui a dit que c'était son dernier combat et qu'après ça, il prendrait sa retraite. Il s'arrête là. Et là, tu as Dana White qui fait, ah, il a dit ça. Et là, donc en mode, attends, ah ouais, il a dit ça, t'es sûr? En mode, je sais quelque chose. Et là, le journaliste continue en disant, bah, enfin, il a précisé, mais on verra. Et si l'UFC me propose une offre que je pourrais pas refuser pour Aspinal, dans ces cas-là, on verra. Et là, Dana White fait, voilà. Et moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, oh,
on peut peut-être commencer à trépigner, tu vois. Aïe aïe aïe, affaire à suivre. Shout out. En tout cas, ça ne bouge pas. My Sweet Pea, My Sweet Never. Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur, enfin, un complément alimentaire et barre protéinée. Ils ont tout pour vous. Et Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Je suis en train de regarder si j'ai un petit sachet de Holy Moly. Moi, Je il pense est que dans j'en ai la dans mon cuisine. sac. En tout cas, ils font des boissons énergisantes, boissons de réhydratation, été glacé Big Rusty. Une multitude de saveurs pour vos papilles et des superbes effets avec leur gamme énergisante Focus. Donc ça, c'est les sachets individuels. Il y a aussi des pots un petit peu plus globaux. Si vous bougez un petit peu moins, si vous êtes moins nomade. Et donc, code la sur 5, moins 5 € pour votre première commande. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. C'est... Et aussi, petit big up quand même à un certain Sylvain, bon, on va pas donner son nom de famille non plus, mais première commande Onae au Japon. Et en plus, il a dévalisé la banque. Hein. Il a pris à peu près un de chaque, littéralement. Et donc, voilà. Merci à Sylvain. Et puis, merci à tous ceux qui soutiennent Onae aussi. Sylvain, t'es un voleur. Ton père a pris toutes les étoiles du monde et les a mis dans tes yeux. Et il les a mis aussi à la sphère un peu. Ouais, Allez, du coup. Au revoir. Allez, see you. Yeah.